Ici Moscou. 31 décembre 1999. Dernier jour du XXe siècle. À Berlin, à Sydney et à New York, on s'apprête à fêter la fin du millénaire. Tandis qu'à Moscou, dans la matinée, un horaire inhabituel, le président Boris Yeltsin s'adresse au peuple russe à la télévision. Chers Russes, très peu de temps nous sépare de cette date magique de notre histoire. L'an 2000 arrive. Un nouveau siècle, un nouveau millénaire. Assis devant un sapin de Noël, dégoulinant de fils d'argent, Boris Yeltsin est engoncé dans son costume gris. Il est bouffi, décati, et il porte les stigmates de son addiction à la vodka. Personne n'a la moindre idée de ce qu'il va annoncer. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour la dernière fois en tant que président de la Russie. J'ai pris ma décision, j'y ai réfléchi longuement et douloureusement. Aujourd'hui, dernier jour de ce siècle, je démissionne. À la surprise générale, le président russe jette l'éponge. La Russie sort d'une décennie chaotique, gangrénée par la mafia. Un immense gâchis. Je veux vous demander pardon parce que beaucoup de nos rêves ne se sont pas réalisés. Parce que ce qui nous paraissait simple est devenu dans la réalité beaucoup plus difficile. Contrit, Boris Yeltsin s'excuse auprès des siens d'avoir vendu le rêve russe aux sirènes de l'argent mauvais. Ses yeux slaves et sa chevelure de crin passent la main. La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques. Enfin, Boris Yeltsin prend soin de désigner son successeur pour assurer l'intérim jusqu'à la prochaine élection. Vladimir Vladimirovich Poutine. C'est donc dans les dernières heures du XXe siècle, ce siècle fait de bruit et de fureur, que Vladimir Poutine a pris possession de la Grande Russie. Personne alors ne peut imaginer que 22 ans plus tard, il serait toujours là. Tout ce que notre histoire a connu de meilleur, nous le transmettrons à nos descendants. L'an 2000, ça nous paraît bien loin. Et pourtant, je suis sûr et certain que vous vous souvenez très bien de l'endroit où vous étiez, le 31 décembre 1999. Vladimir Poutine aussi. Il entrait dans l'histoire comme l'ultime dirigeant russe du XXe siècle. Plus qu'un symbole, un signe du destin, voire une élection divine pour celui qui aspire aujourd'hui à réunir toutes les Russies, de Pierre le Grand à Joseph Staline. Mais que connaissons-nous réellement de Vladimir Poutine? Entreprendre le récit de sa vie, c'est faire de l'histoire immédiate. C'est donc assumer le fait que nous ne pourrons pas tout vous raconter parce que certaines archives vont nous manquer. Ceci dit, il y a parfois urgence à récolter les éléments dont on dispose pour se fabriquer des outils et défendre au mieux un présent en danger. Ici, Moscou. Chers auditeurs, veuillez écouter la revue de la presse soviétique d'aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Poutine, le tsar soviétique. Premier épisode, l'enfant de Leningrad. Président Российской Fédération, Vladimir Vladimirovich Poutine. Notre histoire débute à Paris, le 2 avril 2022.
Nous sommes rue du Bouquet de Longchamp, dans le 16e arrondissement. Là, il y a une petite chapelle de rite orthodoxe, Notre-Dame de Liesse. Que faisons-nous ici? Eh bien, j'ai pensé que nous pourrions commencer par nous intéresser à son prénom. Vladimir, prénom russe par excellence. Et une question me trotte dans la tête. Qui est Saint Vladimir? Martine Abat, notre reporter, est arrivée durant l'office. C'est un office religieux orthodoxe célébré par le Père Joseph dans la petite chapelle Notre-Dame de Liesse à Paris. C'est la période du Grand Carême, avant Pâques donc, qui est la fête la plus importante pour les orthodoxes. Martine Abat a rendez-vous avec un prêtre. Le Père Joseph est moldave. Il a 3 langues maternelles, le russe, l'ukrainien et le moldave. La Moldavie, c'est ce pays coincé entre l'Ukraine et la Roumanie. Je le vois vêtu d'une soutane noire ceinturée. Il porte de longs cheveux châtain clair et surtout une très longue barbe qui frisote et qu'il lisse de ses doigts en parlant. Saint Vladimir, c'est un des grands saints de l'Église orthodoxe. Il est considéré comme saint égaux aux apôtres. Théologien, il connaît bien l'histoire de Saint Vladimir, l'un des saints les plus importants pour les Slaves. C'est lui qui a participé activement à la christianisation des peuples slaves, qui a christianisé tous les pays et qui étaient sous son gouvernement. Qu'est-ce que nous savons de lui? Il était un guerrier, une personne qui était bouleversée par les passions, par différents troubles spirituels et aussi intérieurs, mais il a trouvé la paix intérieure, il a trouvé la grâce de devenir un soldat du Christ comme une personne égaux aux apôtres. Vladimir, le saint évangélisateur. Mais quel est le sens de ce prénom? L'étymologie du mot Vladimir est aussi importante dans notre compréhension de ce qui est Vladimir pour les Russes et aussi pour le monde entier. Étymologiquement, on dit que c'est bien de Владеющий миром, c'est-à-dire celui qui dirige ou gouverne la paix. En russe, c'est intéressant aussi. Mir a 2 significations. C'est le monde, mais c'est aussi la paix. Et donc, quand on dit Vladimir, ce symbole aussi de celui qui gouverne ou qui maîtrise le monde ou maîtrise la paix. C'est celui qui maîtrise la paix ou celui qui diffuse la paix? Plutôt maîtrise la paix. Parce que Владеющий, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui fait la paix, qui produit la paix. Comment il est représenté habituellement, ce saint Vladimir? Saint Vladimir est représenté comme un saint guerrier de Christ qui a vaincu toutes les perturbations spirituelles et qui est devenu proclamateur de la vie ascétique. Et donc on peut le voir avec le sable et qui est le symbole de lutte contre toute l'injustice. Et en haut, en dessus de la sable, il y a une croix. La croix comme le symbole, comme une arme de salut qui donne l'espérance pour ceux qui croient en celui qui a vaincu le mort, le diable et tout l'orgueil de ce monde. Un prénom qui sonne comme une croisade, où l'Occident incarne le diable aux yeux de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Reprenons tout depuis le début. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952. Pas n'importe où, à Leningrad, la ville de Lénine. Attention, ici Leningrad. Une ville martyre. Le commandement de la défense anti-aérienne de la ville annonce une alerte aérienne. Attention, alerte aérienne. Entrez à l'intérieur, aérienne. Durant 3 ans, entre 1941 et 1944, Leningrad fut assiégée par les nazis, une opération relayée par la propagande allemande.
devant Leningrad, où la pression des armées alliées s'accroît de jour en jour. Tout autour de la ville, les positions qui avaient été rapidement établies sont aménagées. Le bilan demeure irréel. 900 000 morts. Leningrad est sous le feu des batteries allemandes et subit nuit et jour un intense bombardement. 900 000 civils morts de faim, de froid ou fauchés par les obus allemands. Un siège d'une cruauté inimaginable. Vainement, les soviets essaient de briser l'étau qui s'est refermé sur eux. Déjà, les troupes allemandes sont maîtresses des faubourgs de la ville. Le siège de Leningrad fut levé par les troupes soviétiques le 27 janvier 1944. Quelle place occupe ce traumatisme collectif dans l'enfance de Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine, et vous l'avez dit, est né en 1952. Il n'a pas, bien sûr, souvenir de ce siège. En revanche, sa mère a été touchée. On parle de ceux qui ont subi ce siège, on les appelle les blakadniki en russe. C'est une blakadnitsa, une femme qui a subi le siège de Leningrad. L'historien Andrei Kosovoï. Donc il grandit. En 52, vous allez me dire, c'est 7 ans après la fin du siège, mais enfin, il y a quand même des séquelles qui sont visibles dans cette ville, et des destructions qui n'ont toujours pas été réparées, des familles sont obligées de s'entasser à plusieurs dans un seul et même appartement, etc. Et diverses privations et problèmes qui se posent dans une ville qui a enduré quelque chose de totalement inimaginable pour nous occidentaux. Quel est son milieu social à Vladimir Poutine ? Qui sont ses parents et que faisait-il, Andrei Kosovoï ? Ses parents sont d'origine modeste, ouvriers, on va le dire. Ses parents ont travaillé à l'usine, surtout son père. Sa mère a multiplié les petits boulots avant de rester à la maison. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un membre de l'élite. Ses parents n'étaient pas des gens haut placés dans la hiérarchie du parti. Des parents modestes et qui ont déjà perdu 2 fils. Le premier avant-guerre et le second durant le siège de Leningrad. Poutine grandit avec des fantômes qu'il n'a pas connus. 2 frères aînés qui sont morts avant sa naissance. J'imagine que ça compte. Poutine avait déjà décrit, en 1999, l'environnement dans lequel il a évolué dans cette ville en ruine des années 50. Il s'est confié à 3 journalistes russes dans un livre qui s'appelle Première personne, qui a été traduit en France en 2016, donc bien longtemps après. Isabelle Mandreau, journaliste au Monde. Où là, il raconte donc qu'il vivait dans cet appartement communautaire où la famille Poutine, en fait, lui et ses parents avaient une pièce de 20 mètres carrés. Il y avait un couple de personnes âgées avec lequel il avait l'air de plutôt s'entendre. Enfin, en tout cas, il dit ils étaient bienveillants avec lui. Et puis aussi une famille juive, en fait, qui était aussi dans cet appartement. Ce sont des éléments assez personnels qu'il a livrés, mais très très rares. Voilà la salle de bain. Notre jour le jeudi, ce sera le jour pour la lessive. Il ne faut jamais laisser la lumière dans les toilettes. Cet appartement communautaire, dans lequel Poutine est resté jusqu'à son mariage en 1983, appartenait à un tissu urbain dévasté. Il y a tout d'abord la reconstruction de la ville. Ça prend énormément de temps, comme dans le reste du pays. Staline, quand il était vivant, avait promis une reconstruction achevée pour la fin des années 40. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc une ville comme Leningrad ne se reconstruira pas avant la fin des années 50, début 60. Ce qui fait que Poutine va continuer, si vous voulez, à évoluer dans un milieu, dans des conditions de vie assez compliquées, quoi. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a un contexte de développement de la criminalité qui fait suite à l'amnistie qui a été proclamée à la mort de Staline en 1953 par son grand lieutenant qui s'appelait Beria. À la suite de cette amnistie, vous avez un grand nombre de droits communs qui se retrouvent en liberté et qui vont semer la terreur dans les villes et notamment à Leningrad. Et quand je dis semer la terreur, c'est effectivement, on a un phénomène de bande sans précédent. On n'avait pas connu ça depuis la NEP, depuis les années 20 en fait. Et cette criminalité, je pense, elle a pu aussi déteindre sur Poutine et sur son développement en tant qu'individu. Encore une fois, il était adolescent à l'époque. On raconte que Poutine était un enfant bagarreur, on lit parfois une petite frappe quand il était enfant et adolescent. Qu'en est-il exactement, Andrei Kosovoï ?
Alors, comme je le dis souvent, il faut d'abord se référer aux sources. Alors, les sources pour Poutine, ce ne sont pas encore des archives qui ne sont pas accessibles, c'est son livre d'interview qui est paru à la fin des années 90 et qui a été traduit en français sous le titre « Première personne ». Et dans ce livre, on voit un Vladimir Poutine qui n'est pas du tout celui qu'on voit aujourd'hui. C'est un Vladimir Poutine affable, qui se montre sous son jour le plus démocrate, le plus libéral, et qui se dépeint sous des traits tout à fait d'une franchise assez étonnante. Il se qualifie le même, par exemple, de Shpana. Shpana, en russe, qui signifie racaille, petit caïd. Et donc, jusqu'à l'âge de 10-11 ans, dit-il, c'était un peu un enfant des rues. Alors, il faut nuancer encore une fois là aussi, parce que qu'est-ce que ça veut dire un enfant des rues dans le contexte soviétique à Leningrad à cette époque ? C'est pas tant les rues elles-mêmes qui caractérisent la vie des enfants de l'époque, mais plutôt des cours d'immeubles qui communiquent entre elles. Dans chaque cour d'immeuble, vous avez une ou plusieurs bandes, et pour diverses raisons, notamment le fait que Vladimir Poutine a grandi dans un appartement communautaire, sordide, avec des parents âgés. Il passait énormément de temps à l'extérieur. Kolka! Kola! Et petit à petit, effectivement, il y a eu ce phénomène de bande, il a participé à ces bandes, il n'a jamais été un grand caïd, il lui arrivait souvent de se retrouver à terre, et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, plus tard, qu'il va faire des arts martiaux, qu'il va faire du judo. Pourquoi ce n'est pas anodin, la pratique du judo chez Vladimir Poutine ? Alors, avant le judo, il faudrait dire que c'est pas tant le judo en lui-même qui l'attire, c'est déjà quand il se rend compte que physiquement, il fait pas le poids. Au type un peu dur, au caïd de la rue, il fait pas le poids, il est quand même mince, vous avez des photos de lui petit, c'est pas une grande carrure, quoi. Donc il va essayer de se trouver un sport qui va lui permettre d'asseoir son autorité sur ses camarades. Il va commencer par la boxe. Vladimir Poutine, 1999. J'ai commencé à faire du sport vers 10-11 ans. Dès qu'il est devenu clair que mon caractère de bagarreur ne suffirait pas pour rester le chef dans ma cour d'immeuble et à l'école, j'ai décidé de prendre des cours de boxe. Et là, il raconte dans ses interviews que ça va pas bien se passer. On va lui casser le nez, par exemple, donc il va se dire, c'est pas pour moi. Il va ensuite faire de la lutte, ce qu'on appelle en Russie le sambo, qui est un sport national. Et dans ce même club où il fait de la lutte, il va faire du judo, le même entraîneur va lui faire du judo. Il va en avoir plusieurs des entraîneurs d'ailleurs, qui vont jouer un rôle important dans sa vie. Et le judo va lui donner cette sorte de discipline, c'est ce qu'il dit, une discipline pour la vie. Une discipline qui va le canaliser, qui va le sortir de cette ornière où il s'était engagé plus ou moins celle de petit caïd, de criminel. Enfin, c'était pas un droit commun non plus. Il avait 10-11 ans quand il a vraiment commencé le judo. Et c'est ce qui va lui permettre plus tard d'avoir cette discipline morale et mentale qu'on lui connaît. Vladimir Poutine, 1999. Vous savez, le judo, ce n'est pas seulement un sport, c'est une philosophie. C'est le respect des aînés, de l'adversaire. Il n'y a pas de faible dans ce sport. Au judo, tout, du rituel du début en passant par chaque petit détail du combat, a un aspect éducatif. En arrivant sur le tapis, on se salue mutuellement. Ça aurait pu se passer autrement. Au lieu de s'incliner, on aurait pu directement donner un coup de boule à l'adversaire. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Le judo fut une école de la vie pour Vladimir Poutine. Par ailleurs, dans les années 50 et 60, en Union soviétique, les enfants russes étaient abreuvés de culture militaire. À l'image de Serge, 12 ans, qu'on croise dans ce reportage de l'ORTF réalisé à Leningrad en 1967. Pour Serge, une pièce mais peu de jouets, 2 ou 3 livres de guerre. Titre de celui-ci, Les vétérans de l'Étoile d'Or. Sur la couverture, on lit: ce livre est consacré aux fils glorieux de Novgorod qui, dans leur combat contre l'ennemi nazi, reçurent le titre de héros de l'Union soviétique. La question se pose pour Vladimir Poutine. Quelle culture militaire lui a-t-on transmise ? Les parents de Vladimir Poutine, je l'ai dit, ils étaient déjà assez âgés. Quand il est né, pour l'époque, c'était avoir un enfant à 41 ans pour une femme, c'était absolument inimaginable. Et cela s'explique encore une fois par le fait que les 2 premiers enfants sont
premiers enfants sont morts en bas âge. Elle voulait avoir un enfant, sa mère, Maria, donc à 41 ans, elle a eu le courage de le faire. Mais des parents âgés, c'est pas forcément positif, c'est aussi pour cette raison-là qu'il s'est retrouvé un peu seul, à traîner dans les rues, etc. Et la question des valeurs militaires, son père, c'est quelqu'un qui a toujours été un homme très secret, qui parlait très peu de son passé militaire. Il racontait, bien sûr, il y a une chose qu'il racontait toujours, c'était sa blessure de guerre. Le fait qu'il a failli mourir, qu'il s'est retrouvé face à face à un Allemand, qu'il a jeté une grenade et qu'il lui a envoyé des éclats dans les jambes. Il a perdu je ne sais combien de litres de sang. Il a été sauvé par un ami et il s'en est sorti in extremis, miraculeusement. Voilà, ça c'est un épisode dont il parlait beaucoup. Pour le reste, on n'entendait pas beaucoup parler. Et j'ai pas l'impression qu'il y a eu une forte présence d'une culture militaire chez lui. Reportage de l'ORTF, 1967. Leningrad, cimetière de Piskariov. Le général de Gaulle viendra ici se recueillir dans le souvenir des habitants de la seconde ville du RSS tombée pendant la dernière guerre. Ici sont enterrés 470 000 hommes, femmes, enfants, tués par la faim, le froid, les épidémies, les bombes, les obus, pendant un siège de 900 jours, de 1941 à 1944. Revenons à la ville, Leningrad, redevenue Saint-Pétersbourg. D'abord, quelle place occupe cette ville dans la société russe d'aujourd'hui, historiquement, Isabelle Mondreau ? Bien sûr, c'est la capitale du tournant européen, occidental de la Russie. Donc, c'est vraiment cette ville qui incarne les liens les plus forts avec l'Occident, qu'a voulu Pierre le Grand, bien sûr. Mais c'est aussi une ville d'artistes, et c'est enfin une ville qui est aujourd'hui rebelle, très rebelle. Et c'est pas parce que c'est la ville natale de Vladimir Poutine que c'est une ville qui est fière de son président. C'est une ville où il y a aujourd'hui des manifestations très importantes et réprimées avec beaucoup de violence, en fait, contre son pouvoir aujourd'hui. Donc c'est à la fois son fief, sa ville d'origine, et elle a une grande importance parce que beaucoup de ses proches et beaucoup encore de responsables russes qui sont autour de lui viennent de la même ville. En fait, c'est un clan. On parle du clan de Saint-Pétersbourg d'ailleurs, mais c'est pas une ville qui lui est inféodée, pas du tout. Vous l'avez évoqué, il y a le clan de Saint-Pétersbourg encore aujourd'hui. Donc son entourage proche est composé de gens qui viennent de cette ville, en partie, mais en large partie. Oui, on peut en citer quelques-uns. On peut citer Igor Sechin, qui est aujourd'hui patron de Rosneft, donc un des plus grands groupes d'hydrocarbures en Russie. On peut citer aussi évidemment les frères Rothenberg, les oligarques, avec lesquels il a fait du judo dans son enfance à Saint-Pétersbourg. Il y a aussi, évidemment, ne pas oublier Sergueï Narishkin, qui est le patron des services de renseignement extérieur, qui vient de Saint-Pétersbourg. Ils sont vraiment très nombreux. Et puis, pour citer le dernier, il faut quand même rappeler aussi que c'est la ville où se sont rencontrés Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine, qui est aujourd'hui assez tristement célèbre pour à la fois avoir monté les usines de troll et pour financer les mercenaires Wagner. Prigojine est un homme de mauvaise réputation, comme on dirait, c'est-à-dire qui a fait de la prison, etc., mais qui avait finalement monté un restaurant dans lequel Vladimir Poutine allait. Et c'est comme ça qu'il est venu lui-même à Moscou, puisqu'il a fourni les cantines du Kremlin et de l'armée. Est-ce qu'on peut rappeler ce que sont les fermes de trolls, Isabelle Mondreau ? Oui, alors les fermes de trolls sont apparues à partir de 2014, en fait, de l'annexion de la Crimée. Ces fermes de trolls, en fait, ce sont des entreprises où on fait venir des jeunes, moyennant une rémunération, pour faire des posts sur les réseaux sociaux et donc ou se faire passer déjà sous une fausse identité pour un internaute et donc faire passer des messages qui sont évidemment tous dans le sens du Kremlin. Alors c'est pas de la propagande en disant on est les meilleurs, etc. Non, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est de l'influence. C'est de l'influence. Idéologique. Je ne sais pas s'il y a de l'idéologie là-dessus, mais c'est pour influencer. C'est un outil de propagande très très puissant. Moi-même, quand j'étais correspondante en Russie, j'en ai fait les frais. Jusqu'en 2016. Et 2016, tout d'un coup, je vois, j'ai plus beaucoup de trolls, je suis un peu libérée. Et en fait, 2016, c'était évidemment l'élection américaine, et je pense qu'ils étaient tous redirigés à ce moment-là vers les États-Unis, puisqu'on s'est aperçu plus tard qu'ils ont été extrêmement actifs
dans le paysage américain. Nous avions le choix entre une folle, Clinton, et un hooligan, Trump. Constantin Malofeev, oligarque russe, réactionnaire. Qui préféreriez-vous rencontrer dans une rue? Une folle ou un hooligan? Un hooligan, bien sûr. Car avec un hooligan, vous avez encore une chance. Avec une folle, vous n'en avez aucune. Clinton était si russophobe, si néoconservatrice, avec son discours « Je suis la chef du monde global et j'ai une province rivale appelée la Russie qui se comporte mal ». Bien sûr qu'on préférait Trump. Vladimir Poutine, 2016. Je voudrais féliciter le peuple américain pour la fin de ce cycle électoral et féliciter Donald Trump pour sa victoire. Thank you. Thank you very much, everybody. Дорогие товарищи и друзья. Chers camarades, chers amis. Le speaker de Radio Moscou. Le comité central du Parti de l'Union soviétique. Mars 1953. À la douleur d'annoncer que le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, Joseph Staline, est décédé le 5 mars à 21h50 des suites d'une longue maladie. Son cœur a cessé de battre. Staline est mort le 5 mars 1953, André Kosovoï, quelques mois après la naissance de Poutine. Avec quelle image de Staline a-t-il grandi, Vladimir Poutine ? Certainement, Vladimir Poutine a grandi avec une image de Staline plutôt idéalisée. Ses parents n'ont pas du tout souffert du stalinisme. Son grand-père, par exemple, Spiridon Poutine, un célèbre cuisinier qui a travaillé pour Staline, et avant Staline pour Lénine, et encore avant, paraît-il, pour Raspoutine lui-même, c'est assez cocasse. Donc ce grand-père n'a pas été réprimé comme beaucoup de gens dans l'entourage de Staline. Bon, donc il a échappé à cela, il n'y a pas eu cette espèce de vaccination anti-stalinienne qu'ont eu des gens comme Gorbatchev et Yeltsin, si vous voulez. Donc il grandit avec une image très positive de Staline, Staline le grand vainqueur de l'Allemagne nazie. Staline a fait don de l'inépuisable puissance de son génie aux travailleurs. Ses mains n'ont jamais connu le repos. Elles ont œuvré, infatigables, pour le bonheur du peuple. Tous sont en larmes en prononçant leurs adieux à celui dont le nom est inconcevable avec l'idée de la mort. Vladimir Poutine naît au monde quand disparaît le petit père des peuples. Cet enfant de Leningrad a donc grandi sous deux dirigeants soviétiques qui ont sans doute marqué la jeunesse de Poutine. Alors il faut rappeler un petit peu la chronologie ici. Donc Khrouchtchev, ce sont les années 53-64 et Brejnev, les années 64-82 pendant 18 ans. Alors en octobre 64, quand Khrouchtchev est renversé et Brejnev prend la direction du Parti communiste, Poutine a 12 ans. Et il a grandi aussi à l'époque de Khrouchtchev. Il a peut-être quelques souvenirs, par exemple, d'une crise qui nous a beaucoup marqué. Enfin, pour ceux qui s'en souviennent, la crise des missiles de Cuba. À ce moment-là, il avait 10 ans, n'est-ce pas ? À 10 ans, on a quand même des souvenirs et on est marqué par le contexte politique. On peut s'imaginer, par exemple, ce que peut être une guerre nucléaire. La peur d'une guerre, c'est quelque chose que les enfants ressentent. Ici, New York. 1962. Le président Kennedy a prononcé hier soir une allocution d'une extrême importance. S'adressant à la nation, il a annoncé les mesures prises par le gouvernement américain envers Cuba. Ça n'est ni plus ni moins qu'un blocus intégral de l'île. Ceci par mesure de sécurité
afin d'arrêter les installations faites à Cuba de missiles de grande puissance capables de frapper tout l'hémisphère occidental. Et puis effectivement après, à partir de 12 ans, il va vivre à l'époque de ce qu'on va appeler le brejnevisme. Le brejnevisme a une connotation péjorative et on l'utilise surtout pour la période des années 70. Quand vous avez un déclin économique, une stagnation politique avec le vieillissement des dirigeants au pouvoir, etc. Donc c'est surtout les années 70 qui, à mon avis, vont le marquer quand il sera déjà jeune adulte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le bain brejnevien? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on glorifie plus la Seconde Guerre mondiale que la Révolution russe? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque de Brejnev, le 9 mai, qui est le jour de la victoire en Union soviétique, va redevenir férié. Parce qu'à l'époque de Staline, on ne peut pas encore véritablement parler de culte de la Grande Guerre patriotique. Staline cherche à monopoliser cette mémoire de la guerre. Il se présente comme le grand vainqueur de Hitler. Il est hors de question que la société, que les anciens combattants récupèrent à leur profit de quelque façon que ce soit cette mémoire. Donc il va supprimer cette journée fériée qu'il était en 1945-46, elle n'est plus fériée. À partir de 1965, quand on fête les 20 ans de la victoire, cette journée du 9 mai redevient fériée et petit à petit va s'installer effectivement ce qu'on appelle un culte, parce qu'il y a un ensemble de rituels et de monuments où il faut se rendre, n'est-ce pas, au moins une fois dans sa vie, le fameux monument de Stalingrad par exemple. J'insiste sur cet aspect de Brejnev, c'est qu'en effet, pour bien comprendre les choses, André Kosovoï, il faut avoir en tête que l'enfant et l'adolescent Vladimir Poutine grandit dans un culte de la Seconde Guerre mondiale et pas de la Révolution russe de 1917. Oui, absolument. Il y a donc deux fêtes principales en Union soviétique qui sont célébrées. Le 7 novembre, dans le calendrier des grandes fêtes soviétiques, c'est une fête absolument essentielle. C'est la prise du pouvoir par les bolcheviks, la grande révolution socialiste d'octobre, comme on l'appelle. Et puis, il y a le 9 mai. Le 9 mai qui, jusqu'à Brejnev, était une fête effectivement importante. Sous Khrouchtchev, on se met à parler de 20 millions de morts. Jusqu'ici, avec Staline, c'était 6 à 9 millions. On essaie de minimiser le nombre de victimes. Khrouchtchev se met à parler du nombre de victimes, des souffrances du peuple soviétique. Et puis, on va arriver à une sorte d'apogée à l'époque de Brejnev. Et effectivement, on aura tendance à voir quelque chose de tout à fait curieux, que le 9 mai va progressivement, je pense, éclipser dans l'esprit des gens le 7 novembre. Pour des gens de la génération de Brejnev, en tout cas, ça ne fait aucun doute, le 9 mai sera la fête la plus importante que le 7 novembre, que le jour de la grande révolution glorieuse d'octobre. En janvier 1943, à Stalingrad, l'armée rouge frappa. Elle avait coupé la ligne allemande et les troupes soviétiques du nord et du sud, ayant opéré leur jonction, avancèrent vers l'ouest. Dans une cave glaciale, le maréchal von Paulus se rendit à ses vainqueurs. Lui et son armée en avaient assez. Ils étaient complètement épuisés. À partir des années 60 donc, la Seconde Guerre mondiale prend une place prépondérante dans la culture soviétique. Adolescent, Poutine a baigné dans cet univers naissant de la Grande Guerre patriotique. Ce récit qui met en avant la souffrance et le sacrifice des soviétiques pour débarrasser l'Europe des nazis. La question se pose à nouveau. Quelle image a aujourd'hui Vladimir Poutine de la Seconde Guerre mondiale ? Alors, pour le coup, comme tous les Russes, je pense qu'il a un rapport effectivement très fort à cet événement tragique qu'a été la Seconde Guerre mondiale, puisque les Russes ont payé un prix exorbitant. On parle de 27 millions de morts, c'est un prix exorbitant. Il faut rappeler qu'il y a 60 millions de morts en tout dans la Seconde Guerre mondiale et que 27 millions sont russes. Enfin, soviétiques. Attention, pas seulement russes, mais soviétiques. Mais c'est un coût énorme. Je pense que chaque famille a souffert, évidemment, de façon extrêmement tragique de cette Seconde Guerre mondiale. Donc, ça tient une place spéciale dans toutes les familles soviétiques. Mais Vladimir Poutine, en ranimant en fait cette flamme pour cette grande guerre patriotique, puisque c'est comme ça qu'elle est nommée en Russie, on ne parle pas de Seconde Guerre mondiale, on parle de grande guerre patriotique, il a vu aussi l'opportunité de souder une société derrière lui, sur un souvenir qui est encore effectivement très douloureux pour beaucoup. Il y a vu la façon une manière de souder la société derrière lui, finalement, parce que il faut quand même le dire, la Russie et les Russes n'ont pas grand-chose à célébrer ensemble. Et là, ils peuvent célébrer ensemble une victoire.
Et je me souviens très bien d'avoir vu apparaître en fait une initiative qui était très sympathique au départ, qui s'appelle le Régiment Immortel, qui était partie d'une région de Moscou, une initiative locale où des blogueurs et des animateurs avaient pensé que les gens pouvaient défiler lors du 9 mai, puisque en Russie on fête l'armistice, la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, pas le 8 comme nous, pour penser pouvoir défiler avec le portrait de leur famille qui avait disparu pendant cette guerre. Et cette initiative, je pense que les conseillers du Kremlin l'ont très vite vu le parti qu'ils pouvaient en tirer. Et donc c'est devenu une manifestation après immense de patriotisme, mais complètement manipulé. C'est-à-dire que autant il y avait des gens sincères quand même dedans, bien sûr, mais autant après, moi j'ai vu des gens qui jetaient des portraits dans les arrêts de métro parce qu'on leur avait donné, c'était pas forcément de la famille. Et Poutine, c'est la seule fois d'ailleurs où il est descendu avec le portrait de son père dans ces manifestations. Donc encore une fois, une initiative sympathique de souvenir, mémoriel, qui a été transformée en instrument de propagande féroce. Oui, cette marche des vétérans, comme on pourrait l'appeler, elle est passée d'une marche mémorielle et, on va dire, sympathique, à une marche patriotique totalement détournée par le pouvoir du Kremlin. Et totalement de propagande. C'est l'exaltation des héros de la Seconde Guerre mondiale, mais à des fins extrêmement politiques. Et encore une fois, pour souder une société autour d'un projet. C'est-à-dire, nous étions une grande puissance, nous avons vaincu Hitler, nous ne sommes pas reconnus à notre juste place. Tout ça, c'est un travail en profondeur qui a été fait. Et pas seulement une initiative, effectivement, qui, à l'origine, était très sympathique. Ce que Poutine veut laisser entendre, c'est que les Soviétiques ont payé un très lourd tribut pour, on va dire, libérer le monde des nazis, et qu'aujourd'hui, nous serions redevables. Mais c'est pas seulement de nous dont il est question cette fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a soudé un peu la société russe autour de cette grande guerre patriotique, il s'adresse aussi à tous les soviétiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons en commun à fêter ? C'est ça, nous avons en commun à fêter ça. Et aujourd'hui, il se sert encore de cette victoire sur le nazisme. Regardez l'utilisation aujourd'hui qu'il en fait pour l'Ukraine. On va dénazifier l'Ukraine. On va combattre les nazis. Donc tout ça, c'est pour réveiller en fait dans la mémoire de ces peuples soviétiques un objet commun, douloureux, mais dont il est sorti une victoire. Tout ça n'est pas du tout innocent. Donc quand il dit en février 2022, à la veille d'envahir l'Ukraine, qu'il veut dénazifier l'Ukraine, vous dites qu'il veut, entre guillemets, fouetter un sentiment soviétique de patriotisme. Il veut réveiller chez les peuples soviétiques ce souvenir de la grande victoire ? Oui, il veut réveiller surtout, c'est nous qui avons vaincu le monstre. Voilà, nous avons quelque chose en partage, nous avons quelque chose en commun. Jusque récemment, les 9 mai étaient fêtés dans tous ces pays-là, comme une victoire justement sur le nazisme. Et donc, dire, voilà, maintenant, à la tête de l'Ukraine, ce sont des nazis, c'est une junte nazie, etc., évidemment, c'est réveillé, l'ennemi est là. C'est ça le message qui est porté, en fait. Contrairement à ce que j'entends ici ou là, Poutine n'est pas fou. Il a un projet et il le mène. Alors évidemment, comme tous les dictateurs, c'est certainement des projets qui nous paraissent délirants, mais pour lui, c'est assez cohérent. Et encore une fois, l'utilisation des mots n'est pas innocente. Nous, ça nous paraît effectivement excessif, pour ne pas dire délirant, mais chez lui, ça correspond à quelque chose, à un projet. Et donc, à réveiller cette victoire qu'ils ont en commun. En 2020, Vladimir Poutine a célébré le 75e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme. C'était le 24 juin, à cause de la pandémie. Ce n'est pas anodin. Qu'est-ce que cherche à célébrer justement ce jour-là, Vladimir Poutine, le 24 juin 2020 ? Le 24 juin 2020, en fait, quand il célèbre cet événement, il le fait le jour justement du seul défilé qui a eu lieu sous Staline, puisque Staline en a fait qu'un, en fait, un seul défilé après-guerre, et il l'avait fait le 24 juin. Donc là aussi, vous voyez que rien n'est fait au hasard. Absolument rien. La pandémie, effectivement, il aurait pu le mettre, je sais pas, moi, le 29 juin, le 3 juillet, enfin bon, voilà. Non, il choisit le 24 juin. Donc, rien n'est fait au hasard. Dans sa logique, en tout cas, qui n'est pas la nôtre, évidemment, mais dans sa logique, rien n'est fait au hasard. Moscou, la place rouge. Aujourd'hui, le 24 juin 1945, le pays y accueille ses fils qui sont rentrés victorieux. Comme autant de symboles de l'Allemagne réduite en cendres, 200 drapeaux des redoutables divisions SS, dont ceux de Keitel et de Guderian, ainsi que la bannière personnelle d'Adolf Hitler,
sont aujourd'hui inclinés devant les soldats vainqueurs de l'envahisseur allemand. Et voici le camarade Staline. Dans votre livre La stratégie du désordre, il y a un des chapitres qui est intitulé L'offensive révisionniste. Qu'est-ce que ça veut dire, Isabelle Mandreau ? Ça veut dire que depuis très longtemps, Vladimir Poutine a entrepris de procéder à une révision de l'histoire au sens propre du terme, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'histoire comme un des piliers de son pouvoir. Et donc ça va très loin, c'est-à-dire que ça concerne évidemment le pilier, le principal poutre d'appui de ça, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Mais il y en a d'autres, c'est-à-dire que les années 1990 qui ont été des années extrêmement difficiles, évidemment dans la Russie naissante, à la chute de l'URSS. À l'époque, moi j'étais journaliste indépendante et j'y allais déjà souvent, donc j'ai vu de près ce que c'était, et donc je peux témoigner qu'effectivement c'était très difficile, etc. Mais aujourd'hui, il en refait une lecture sur l'humiliation. Les Occidentaux seraient venus pour piller le pays, seraient venus pour accaparer les richesses, etc. Donc, certes, il y a des investisseurs et des industriels qui se sont précipités là-bas, mais quand même, il faut dire que les premiers qui ont dépecé et qui se sont emparés des richesses des pays, ce sont les fameux oligarques dont on parle aujourd'hui. Ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les oligarques russes. Les détournements, le système qui s'est monté après, il est interne. Au pays. Donc là aussi, c'est pour faire passer justement beaucoup de choses. Bon, alors on va accuser l'Occident. Et l'Occident est redevenu très très vite sous Vladimir Poutine l'ennemi héréditaire, comme au temps de la guerre froide. Et donc le révisionnisme, il va très loin en fait. Il s'étend sur toute la période du XXe siècle et du XXIe aujourd'hui, mais il va très loin. Reportage de l'ORTF, 1963. Regardez bien cette femme, elle s'appelle Madame Saint-Orens. Si Staline n'était pas mort, elle serait encore aujourd'hui dans un camp de concentration soviétique. Un de ces camps dont l'existence vient d'être officiellement reconnue par la censure de M. Khrouchtchev, mais Madame Saint-Orens n'avait pas besoin de cela pour les connaître, elle était dedans. Arrêtée en 1937, quand elle avait 30 ans, Madame Saint-Orens ne devait être libérée que 35 ans plus tard, en ses premiers jours de 1963. Mais la mort de Staline l'a sauvée. Elle n'est restée derrière les barbelés que 17 ans, une bagatelle. Vous rappelez aussi dans votre livre qu'en 2019, il y a une résolution du Parlement européen qui va rendre Poutine fou furieux. Qu'y a-t-il dans cette résolution du Parlement européen ? C'est une résolution qui renvoie quasiment dos à dos le nazisme et le stalinisme comme deux systèmes totalitaires du XXe siècle. Et ça a été fait évidemment à la demande des derniers arrivants dans l'Union européenne, que sont les anciens pays du bloc de l'Est, et donc qui ont voulu dire il n'y a pas seulement les horreurs de Hitler, mais il y a aussi les horreurs du stalinisme. Et donc, ça contrarie tout à fait les plans de Vladimir Poutine. Peut-être son indignation était-elle sincère, mais ça contredit tout son plan, c'est-à-dire de réhabiliter cette période du stalinisme comme celui qui a vaincu. Parce que, bien sûr, il a toujours dit, Staline n'a pas fait que des choses bien. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met sous le tapis les millions de morts, des purges et la terreur, la grande terreur, pour valoriser Staline comme le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et comme celui qui a industrialisé la Russie. Et donc mettre le stalinisme au même rang que le nazisme, évidemment pour lui c'est dramatique. Enfin je veux dire ça contrarie tout son récit. Oui, moi je pense qu'à des fins opportunistes, il emprunte à toutes les époques. C'est-à-dire qu'il va emprunter à l'époque tsariste, notamment pour la conquête, même pour la conquête, ça c'est pas seulement une conquête communiste. Et d'ailleurs, je ne pense pas que son but soit ça de reconstituer tout l'empire soviétique. En fait, c'est même l'empire tsariste qui est en jeu. Et donc, pour vous donner un exemple, au moment de l'annexion de la Crimée en 2014 par la Russie, il va réhabiliter un petit ruban rouge et noir, qui est le ruban de Saint-Georges, qui était un symbole impérial. Il a utilisé le terme Novorossia, c'est-à-dire la nouvelle Russie, qui était aussi une expression qui était employée de l'époque impériale pour l'extension de l'empire. Donc il fait son marché, on va dire, il fait son marché dans les différentes époques pour reconstruire un récit national qu'il veut évidemment le plus grandiose. Moi, Ivan Vassilievitch, grand duc de Moscou,
Je me déclare tsar. Longue vie à toi, ô tsar. Vous pouvez être certain que le camarade Staline saura remplir son devoir envers le peuple. Vladimir Poutine, 9 mai 2012. Nous avons un immense droit moral, celui de défendre nos positions de manière fondamentale et durable. Parce que c'est précisément notre pays qui a subi le plus gros de l'offensive nazie et a offert la liberté au peuple du monde entier. C'est ce que j'appelle la mémocratie. C'est-à-dire ce culte du passé utilisé à des fins politiques. Quand je parle du passé, c'est pas uniquement le passé soviétique. C'est pas uniquement une forme de nostalgie de l'époque soviétique. C'est aussi récupérer dans le passé pré-soviétique, donc tsariste, et on va remonter même à l'époque kievienne, des éléments qui vont permettre de justifier la politique russe, la politique étrangère notamment. Par exemple, pour l'annexion de la Crimée, on va voir Vladimir Poutine qui parlera de baptême de Vladimir, le grand prince Vladimir, celui qui a apporté l'orthodoxie à la Russie, le baptême en Crimée à la fin du Xe siècle. Voilà, donc ce genre d'argument est utilisé systématiquement dans le discours des dirigeants, et notamment de Vladimir Poutine, pour justifier sa politique agressive de conquête ou alors de répression des oppositions diverses et variées en Russie. Qui dit mémocratie, Andrei Kosovoï, sous-entend peut-être aussi révisionnisme historique, non ? Absolument, puisque cette vision de l'histoire que prêche Vladimir Poutine et ses proches, il n'y a pas que lui, évidemment, il y a beaucoup de gens, notamment Medinsky, l'ancien ministre de la Culture, Surkov, son conseiller en communication. Donc cette vision de l'histoire, elle est profondément révisionniste, même négationniste à bien des égards. On va réécrire cette histoire. Tout part d'un bon sentiment. C'est quelque chose qu'on a aussi chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une forme de volonté de réconciliation nationale autour d'un passé commun qui serait accepté, avec des zones d'ombre, des zones négatives qui seraient peut-être pas niées, mais au moins atténuées, si vous voulez. Mais on en arrive par un processus classique d'atténuation à une négation de ces moments les plus noirs, les plus sombres. On pense bien sûr au stalinisme. Et l'une des manifestations de cette négation, ça a été récemment la fermeture de la plus vieille ONG russe qui est Mémorial, et dont la principale fonction avait été de perpétuer la mémoire des victimes du stalinisme, d'accumuler des archives, de la documentation pour l'étude du stalinisme. Camarade, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, on repart. Alexei, oui. On estime que Staline a ordonné la mort de 15 à 20 millions de soviétiques au nom de la purification sociale. Pour terminer, Andrei Kosovoï, est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine a perdu le goût du présent ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine ne vit plus que dans le passé aujourd'hui ? Oui, et je ne suis pas le seul à le penser. Mon maître Françoise Thom, mon ancienne professeure à la Sorbonne, dont j'ai suivi les cours, avait écrit, je la cite, que la mythologie historique représente en quelque sorte le catéchisme de la Russie, qui est une forme d'État-religion, un État-secte, une surréalité historique qui matelasse la surréalité politique dans laquelle Poutine s'est enfermé comme dans un cocon. Voilà, donc, et on a dans cette citation cette idée que le présent n'existe plus. On a une surréalité qui est à la fois dans le passé et dans l'avenir, mais qui n'est pas dans le présent. Et de manière beaucoup plus concrète, on peut dire que Poutine est coupé aussi du présent par ces nombreux rapports qu'il reçoit chaque jour, mais des rapports de ses services, notamment de renseignement, qui cherchent à le séduire, à lui plaire, à aller dans son sens. Et c'est des rapports qui travestissent la réalité. On en a vu un exemple absolument saisissant lorsque on a appris que l'invasion de l'Ukraine, en fait, avait été précédée
par une étude commanditée par ses services secrets. Et cette étude lui avait dit qu'en fait, la majorité de la population ukrainienne, bien sûr, se rangerait du côté des Russes, qu'elle rejetterait le pouvoir de Kiev et que Zelensky n'avait en gros aucune chance de s'en sortir. Évidemment, cette idée d'une Russie triomphante et qui aurait un pouvoir de séduction immense, c'est quelque chose que lui-même porte en lui, et ses services de renseignement, les hommes qui sont autour de lui, ils cherchent à lui plaire en lui fournissant des arguments qui vont dans ce sens, ce qui est évidemment absolument dramatique. En conclusion de ce premier épisode, revenons à Leningrad. En octobre 1967, à l'occasion du cinquantenaire de la Révolution russe, la célèbre émission de l'ORTF, 5 colonnes à la une, a fait le voyage jusqu'à Leningrad pour sonder la ville dans ses profondeurs. 4 décorations géantes, 4 distinctions en fer blanc au portail de l'usine Electrosila à Leningrad. Il est quelques minutes avant 7h30 du matin. C'est dans cette ville qu'a triomphé la Révolution d'octobre. C'est ici, le 7 novembre 1917, que l'insurrection armée donnait le pouvoir aux soviets. Lieu historique, date historique. La victoire du prolétariat devait bouleverser l'histoire de l'humanité. Pour les révolutionnaires, ce devait être un chapitre nouveau où l'homme changerait de condition pour s'éveiller à une vie transformée, meilleure. De ce rêve, applaudi par les uns, dénoncé par les autres, que reste-t-il aujourd'hui? Il y a 50 ans, les événements de Leningrad faisaient trembler le monde de crainte, de colère ou d'enthousiasme. Ont-ils pour autant engendré un homme nouveau? En guise de réponse, 3 portraits. Dans la foule qui se hâte au travail, une femme comme des milliers d'autres. Elle s'appelle Valentina Tishomirova. 36 ans, mariée, mère d'un garçon de 12 ans. Signe particulier, aucun. C'est pourquoi nous l'avons choisie librement. Elle n'est pas membre du parti, elle n'y songe même pas. Cette femme, Valentina, ressemble à de nombreux égards à la mère de Vladimir Poutine. Ouvrière, non adhérente au Parti communiste, sans doute une orthodoxe cachée, mère d'un jeune fils et survivante du siège de Leningrad. Le journaliste français a une question pour elle. Finalement, pour Valentina, le bonheur c'est quoi? À mon avis, le bonheur est une notion très vague, mais avant tout le bonheur, c'est la paix. Je me souviens du temps de la guerre. C'était terrible. J'ai connu trop de souffrances. Et s'il n'y avait jamais plus de guerre dans le monde, pour nous tous, ce serait déjà le bonheur. Vladimir Poutine a une fascination pour la Seconde Guerre mondiale. Mais à la différence de sa mère, il ne l'a jamais vécue, et c'est bien là le problème. Poutine s'est enfermé dans un monde irréel, un monde parallèle qui a toujours suscité chez lui une grande attirance. Vladimir Poutine, 1999. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était le fait qu'avec si peu de moyens, à la force d'un seul homme, on pouvait atteindre des résultats que des armées entières n'arrivaient pas à obtenir. Un seul espion avait entre les mains le destin de milliers de gens. La carrière de Poutine au sein du KGB, c'est l'horizon du prochain épisode. Poutine, le tsar soviétique. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française. Équipe éditoriale, Aude Cordonnier et Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, l'espion russe. Poutine, le tsar soviétique, est un podcast original de France Inter.